Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 3 février 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais temps dans cet univers de marché de retrouver pour des explications nécessaires le président de Valcamp Expertise, Éric Galliegue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous pour nous éclairer sur les principaux faits macroéconomiques de la semaine écoulée et analyser pour nous donc leur impact sur les évolutions de marché. Avant de voir le fil d'actu que vous avez sélectionné pour nous, qui expliquera les mouvements de marché actuels, quel est votre bilan de la semaine, Éric ? Le bilan de la semaine est bien sûr très positif, notamment aux États-Unis. C'est les États-Unis qui reprennent le lead en quelque sorte au niveau de l'equity avec une hausse de 3% sur le S&P 500 sur la semaine écoulée en date d'hier soir. Et en Europe, donc on se limite à 1%, mais c'est vrai qu'on avait pris beaucoup d'avance depuis le début de l'année. L'euro a consolidé sa hausse récente puisqu'on est en progression de 0,2% avec un euro qui vaut 1,09$ à peu près ce matin. Alors, et tout ça, ces évolutions, on va bien les comprendre avec la première actualité que vous avez sélectionnée pour nous, c'est les principales banques centrales mondiales à la manœuvre, avec des stratégies différentes. La Réserve fédérale américaine qui ralentit sa hausse de taux, la Banque centrale européenne, elle, maintient son rythme de croisière. Ah oui, ce sont toujours des hausses de taux, parce que les terminologies utilisées sont parfois surprenantes. C'est bien une hausse de taux de 1/4 de point pour les États-Unis, pour la Fed, et d'un demi-point pour la Banque d'Angleterre et bien sûr la BCE. Pour mémoire, la BCE, avec ces différents taux qui tournent autour de 3%, pour résumer, il y a 3 taux, tel que le montre le graphique. Ouais. Ces taux restent extrêmement inférieur au taux d'inflation sous-jacent, c'est-à-dire au taux d'inflation en dehors donc des variables les plus volatiles. Donc même à 3%, on reste à des niveaux qui sont relativement bas, ce qui explique d'ailleurs un discours toujours relativement agressif de la part de Mme Lagarde, qui considère qu'elle va encore augmenter de 0,5% les taux au mois de mars, c'est demain matin, ça arrivera très très vite, et que après on verra en fonction des données, de ce qui se passe. Et c'est vrai que l'inflation sous-jacente reste toujours tendue en Europe. Elle ne baisse pas en tout cas, elle est ressortie à 5,2. 5,2 sur vraiment le cœur de l'inflation. La véritable inflation, elle est à 5,2%. Et on commence à avoir tous les effets de diffusion dans toute l'économie, dans les salaires, dans les services, donc de cette inflation. Donc, hausse des taux, alors un peu moins forte aux États-Unis, certes, mais on est à 5%. Enfin, on est à 4, plus de 5, on est à 5, 1. On est à des niveaux différents. Plus de 5%. Taux, comme d'habitude. Donc voilà, c'est le premier point de la semaine qui est évidemment important. C'est des hausses de taux réglementés, des taux des banques centrales, qui restent un élément négatif dans l'interprétation donc, de l'activité que nous pouvons faire. Alors que dans le même temps, les marchés, suite à ces annonces, se sont envolés. Le marché a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le marché, c'est une bestiole un peu compliquée. Il y a eu d'autres actualités. Exactement, une bestiole compliquée. On va poursuivre avec l'industrie aux États-Unis qui continue d'être en contraction. Oui, on a un ISM donc industriel, manufacturier, qui a baissé d'une façon significative et de façon plus importante que ce qui était anticipé par le consensus. C'est bien sûr plutôt une mauvaise nouvelle, même si l'industrie... Tout est une question de traduction en fait en réalité. L'industrie c'est une petite chose, c'est devenu une petite chose par rapport au reste de l'économie, mais c'est quand même un élément important, évidemment, dans une économie et dans une nation. Donc on considère que c'est un élément négatif. Donc aux États-Unis, il y a un ralentissement marqué, avec des taux qui continuent à monter, comme on vient de le voir. C'est ce squeeze qui nous semble négatif, objectivement négatif, et qui constitue un deuxième point négatif donc pour l'actualité de marché de la semaine. Alors, après ces 2 points négatifs, vous en avez un positif, c'est la révision à la hausse par le FMI des perspectives de croissance mondiale sur 2023. Alors effectivement, on a eu la révision à la hausse, assez symbolique, 0,2% de croissance supplémentaire pour 2023, donc à 2,9% au niveau planétaire, après 3,4% en 2022.
Donc c'est bien sûr un chiffre plutôt favorable. Hein. Donc on l'a pris en tant que tel, on considère que c'est une nouvelle positive qui justifie plus 1 dans notre notation de l'actualité. Après, voilà, je pense intéressant de voir les graphiques qui sont présentés maintenant, parce qu'on voit que finalement, notamment aux États-Unis, le taux de croissance baisse régulièrement de 2022 à 2024, puisqu'on passe de 2 à 1,4, puis 1%. Ouais, mais ce qui tire la croissance mondiale, c'est la réouverture de la Chine, en fait. Hein, et c'est les prévisions de croissance chinoise qui sont revues à la hausse. De la Chine à un coût humain considérable, avec des effets dont on pourra parler, mais qui, à mon avis, sont très très surestimés par les marchés, me semble-t-il. Voilà ce qu'on peut dire, et donc plutôt positif donc avec ces rehaussements de la croissance mondiale. Et on va finir ce tour de l'actualité que vous avez sélectionné par nous par, alors inévitablement, il fallait s'y attendre, hein, une surprise pour personne, les résultats nets des majors pétrolières, donc leur trésorerie, ont atteint des niveaux stratosphériques en 2022. Alors oui, c'est vrai que ExxonMobil a publié donc un bénéfice net après impôt de 55,7 milliards de dollars, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Le graphique montre bien les très bonnes surprises qu'on a eues du point de vue des anticipations de bénéfices sur cette société depuis une année, puisque le bénéfice par action 2022 est passé de 7 à 14 dollars. Donc l'anticipation a été multipliée par 2 au cours de l'année écoulée, c'est quand même très impressionnant, et ça a guidé le cours de l'action à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc tout ceci est bien sûr plutôt favorable. Des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, c'est bien. Alors c'est vrai que cet argent est taxé, ou doit être, ou peut-être, ou a été taxé d'une façon spécifique, que cet argent, on le sait, il doit contribuer à la transition énergétique et à des investissements dans les énergies renouvelables, tels que le font l'ensemble de l'industrie pétrolière, qui devrait gagner 200 milliards, dit-on, au titre de 2022. 200 milliards, c'est gigantesque. C'est qu'un quart de ce que ExxonMobil a gagné en 2023, en 2022. Exxon représente le quart de ces 200 milliards. Ouais, c'est gigantesque. Du coup, votre synthèse est quoi? Elle est neutre? La synthèse, c'est qu'on n'a pas vu dans l'actualité de cette semaine des éléments positifs d'une façon synthétique. On est à zéro, une actualité neutre, donc une compensation entre des éléments négatifs du côté de la hausse des taux, du ralentissement de l'économie américaine, en général, de l'industrie américaine, des éléments positifs du côté donc des révisions hausses de la croissance mondiale, surtout chinoise effectivement, et des super profits ou des grands profits des entreprises pétrolières, qui sont quand même des éléments favorables, toutes choses égales par ailleurs. Donc au total, une actualité neutre, et donc notre recommandation qui demeure toujours d'être en dehors des marchés, en tout cas pour des investisseurs, je dirais, de long terme. Évidemment, les investisseurs dits de momentum peuvent s'associer à la tendance actuelle. Je veux dire, on le sait, et je l'ai dit depuis la mi-novembre, on est passé dans une tendance haussière sur les actions européennes, d'une façon surprenante du point de vue du monde réel, mais ces faits s'imposent à nous. Nous avons effectivement une dynamique qui s'auto-entretient. Les seuls arguments qu'on peut désormais entendre, c'est la hausse appelle la hausse, il ne faut pas rater le train, le train en marche, etc. etc. Oui, c'est vrai qu'il y a une dynamique haussière qui est alimentée par la saisonnalité des marchés, avec le fameux effet novembre-avril que j'ai décrit il y a très longtemps. Les marchés commencent à monter en novembre et terminent leur hausse au mois d'avril. Donc on est dans la saisonnalité. Il y a déjà au titre de cette saisonnalité une hausse assez impressionnante. Donc nous, par rapport aux investisseurs, je dirais, fondamentaux, qui ont des horizons d'investissement longs à plusieurs années, on considère que ce n'est pas forcément le moment d'y aller. Et donc on est toujours dans une position neutre, même si effectivement d'autres catégories d'investisseurs ou d'autres types de portefeuilles peuvent s'associer à la hausse, parce que quand ça monte, il faut y être, comme on dit. C'est pas nouveau. C'est un marché de momentum, un marché qui s'auto-entretient, mais qui, et je le répète, du point de vue de l'analyse du risque, n'est pas justifié. Alors, effectivement, après, je pense que, et c'est là qu'on aimerait avoir des explications plus en détail de votre part, mais sur un portefeuille, on imagine qu'il y a différents compartiments et que peut-être certains secteurs d'activité aujourd'hui seraient intéressants d'avoir en portefeuille contre d'autres qui, effectivement, atteignent des niveaux déraisonnables. Mais je pense par exemple à la tech, dans un univers de baisse de taux longs, d'assainissement des structures opérationnelles. On peut imaginer que ça peut être un secteur d'activité à regarder peut-être d'un peu près.
Alors, c'est un sujet. Ouais, bien sûr. Et le Nasdaq a des bonnes raisons de monter. Il avait perdu le tiers de sa valeur quand même. Donc, il y a une respiration de marché qui se fait à coup de 3 ou 4% comme hier soir. C'est normal. La baisse des taux de marché qui est contingente à la hausse des taux administrés des banques centrales est paradoxale. En ce sens, on se retrouve avec une inversion de la courbe qui est quand même assez phénoménale et qui, me semble-t-il, est très étrange, en ce sens que l'inflation, elle est finalement toujours là. Il y a une forme d'inflation qu'on projette entre 3 et 5% pour les 5 prochaines années, pas pour l'année prochaine, pas pour les 3 prochains mois. Mais ouais, pour la fin de l'année, fin 2023. 3 et 5% ouais, c'est ça. aux États-Unis. Exactement. Ça veut bien dire que les taux des banques centrales vont continuer, au moins stagner en tout cas. Vont se stabiliser, bien sûr. Ils vont arrêter de monter à un moment donné, mais ils ne vont pas baisser après. Voilà, c'est ça qui me semble. Effectivement. Et vous, écoutez, on verra bien. On verra bien. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, comme dirait l'autre. Mais effectivement, il y a énormément d'indicateurs qui militent effectivement pour ce que vous nous présentez, Eric, et la stratégie que vous poursuivez actuellement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric, président de Valcan Expertise, qui est avec nous tous les vendredis matin. On marque une rapide courte page de publicité. On enchaîne avec notre flash crypto et nos invités Thomas Andrieux et Valérie Sommier. À tout de suite sur Téléfinance.